Otep, Mbote, Djambo, Amos, à vous tous mes très chers frères, mes très chères sœurs, tout le peuple noir, tout le peuple kamite de la terre, tous les Africains de l'univers. Nous voit vous tous, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous heureux et heureuses de me suivre à nouveau pour ce podcast channel. Aujourd'hui, nous allons donc parler de Kalogui. Nous allons parler de la quatrième partie qui s'appelle consanguinité et croisement. Mais il est d'abord temps un peu de rappeler un peu le contexte et pourquoi effectivement on lit ce chapitre. Je vous ai dit que tôt ou tard, nous allons arriver à un niveau dans le livre de Kalogui où nous allons effectivement parler du mélange, de la métissagerie, mais nous lirons un petit paragraphe aujourd'hui. Ça ne sera pas une séance très très longue. Donc, mes très chers frères, mes très chères sœurs, avant de commencer cette séance, il faut d'abord rappeler quelque chose. Richard Coudenhove-Kalogui est un noble autrichien, autricho-japonais, mais bon, on va dire autrichien. Il est né au Japon et sa mère, c'était Mitsuko, l'une des premières femmes hybridées japonaises qui est arrivée sur le sol qu'on dit européen, donc notamment en Autriche. Et cette femme a donc épousé le père de Kalogui, qui était un comte également. Il s'appelait Dr Heinrich Graf Coudenhove-Kalogui. Et donc, ce chapitre noblesse est en hommage à son père, parce que son père a joué un grand rôle dans la vie de Kalogui et parce qu'il a joué également une figure d'inspiration. Pour rappel, la mère de Kalogui a été chassée de sa famille japonaise. Père de Mitsuko n'a pas apprécié ce mariage. Et donc, il a banni, chassé sa fille et elle ne devait plus jamais revenir au Japon. Parce que dans les familles japonaises, au-delà des romances et des trucs que l'on voit dans les mangas, dans les animés, les films et les live action, etc., des Japanese et des Asiatiques, au-delà de cela, il y a une réalité. Il y a une réalité qui est la préservation de l'héritage génétique. Et les Japonais sont des personnes très conservatrices. Et donc, dans ce monde-là, il est très important de garder, de sauvegarder sa lignée pour ne pas se confondre et ne pas se perdre ailleurs. Pas comme nous, les mélanodermes, après l'ensauvagisement de l'esprit et la naïveté qu'on a fait vis-à-vis des étrangers, on a fini par se mélanger avec n'importe qui. Et nous sommes malheureusement entrés dans le stéréotype parce qu'ils nous ont créés dans cette vision-là. Dans la création, la fabrication du mélanoderme, effectivement, on est donc tombé dans le stéréotype, le préjugé. On en parlera. Et donc, n'oublions pas aussi le fait que Kalogui a beaucoup voyagé en Asie. Il est souvent reparti au Japon, il en parle, et il est allé en Chine. Donc, c'est pas quelqu'un qui est inconnu ou étranger de son continent d'origine ou de sa partie d'origine. Parce qu'on comprend que l'Europe, c'est l'Asie de l'Ouest, bref. Ça veut dire qu'il n'a pas coupé les ponts. Il est resté ancré sur son autre moitié historique. Et donc, ça veut dire également que la mère de Kalogui a fait un énorme travail. Au-delà de tout, elle a quand même enseigné à ses enfants la pratique de leur langue. Et souvent, dans certaines images que j'ai pu piocher, ils s'habillaient en kimono, la mère s'habillait quand même en kimono malgré les habits occidentaux qu'elle avait. La mère a eu le goût à prendre cette coutume, cette culture, de même à ses propres enfants. Ça ne veut pas dire que le père non plus n'a rien appris. Effectivement, les enfants parlent autrichien, donc ils parlent allemand. Ils s'expriment très bien, etc. Ils ont tout pris de la vision occidentale et la finalité, c'est que tous les enfants ont épousé des Caucasiens. Et donc, quand on voit ça, c'est-à-dire malgré effectivement que les enfants ont choisi plus le côté caucasien pour leur projet de mariage et de progéniture future, n'empêche qu'ils ont eu en eux un ancrage profond de l'histoire et de la culture de leur provenance. Les Asiatiques, ils essaient du mieux que possible d'enseigner qui est-ce qu'ils sont à leurs enfants. Peu importe s'ils vont avec un Autrichien, avec un Italien, avec un Américain, avec je ne sais pas quoi, ils vont toujours rappeler leur histoire. Même s'ils se mettent avec un Africain, ils vont toujours rappeler leur histoire. L'Africain aujourd'hui a peur. Il a extrêmement peur. Et c'est cette peur qui fait en sorte qu'il ne veut pas apprendre son histoire. Et même lorsqu'il fait apprendre son histoire à ses enfants,
il essaie toujours de la diminuer. Je parle des noirs dans le métissage. Il la dilue et cette histoire s'étouffe. Elle n'a pas trop de sens. Parce qu'en fait, si l'enfant métis qui sort de cette histoire finit par plus ou moins comprendre un peu le game, il ne comprendra pas trop le choix de ses parents, notamment Mélanodéa. Donc on vient à une situation qui est totalement incompréhensible. Pourquoi? La mère de Kalagi avait peut-être me dit, ah non, on confond pas les locodermes et les méanodermes. Là, on est dans le cadre de la métissagerie, dans la globalisation en fait. Là, on est dans un contexte où la mère de Kalagi a tout enseigné à ses enfants. C'est-à-dire ses enfants parlaient japonais. Kalagi avait 2 noms, c'est-à-dire non-version allemande, autrichienne, voilà, et non-version japonaise. Kudenofu, Wearutu, Akushaku, voilà. Donc, il avait ces 2 noms, aussi longs que le soleil levant. Et pourtant, leur père s'est bien occupé de leur mère, notamment pour les garçons de la famille. Ils auraient pu prendre inspiration sur leur père autrichien, se dire, bon, j'irai peut-être chercher une femme japonaise. Bon, ils auraient pu se le dire. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Kalagi ou ses frères sont tous allés épouser des femmes caucasiennes. Comment est-ce que vous allez pouvoir expliquer cette situation? Vous allez me dire, ah, c'est pas le cas partout, mais c'est un cas parmi des millions de cas qui sont comme ça. La mère a éduqué l'enfant, notamment le garçon, et le garçon est parti plutôt de l'autre côté. Que ce soit du cadre de la leucodermie entre métissagerie leucodermique et effectivement avec le mélanoderme. Comment expliquer cela? Donc là, nous sommes dans un contexte où il ne s'agissait pas d'une histoire de pauvres japonaises et un riche prince ou héritier autrichien. Il s'agissait de 2 familles nobles parce que la mère de Kalagi venait d'une famille noble japonaise. Donc la pauvreté, c'était pas ça le problème. C'est pour s'éviter d'écouter certaines histoires dormies debout, font en sorte que des esprits s'endorment. Donc, nous sommes dans la première partie qui s'appelle des humains rustiques et urbains. Et les humains rustiques et urbains, on le rappelle très bien, il ne s'agit pas de toute l'humanité. Je répète encore, avec le conflit ukraino-russien, vous avez compris qu'il y a une limite à l'humanité, il y a un certain ordre dans l'humanité, et effectivement, c'est un début, c'est une fin. Le début, c'est la leucodermie type caucasienne, la fin, c'est quoi que c'est la leucodermie, soit type arabe, soit type hybridé. Donc, voilà le début et la fin de l'humanité. Il n'y a pas d'autres personnes. Il a expliqué qu'il y a une différence entre ce qu'il appelle humain et les peuplades. Mais effectivement, comme on dit, c'est celui qui dit qui est. Mais en fait, c'est eux-mêmes qui se décrivent. Donc aujourd'hui, nous allons lire un seul paragraphe. Et donc, la lecture ne sera pas très longue. Mes séances, j'essaie de ne pas les faire 2-3 heures parce qu'à un moment, on décroche. Moi, je sais très bien que 1 heure, c'est vraiment le maximum pour l'attention. C'est-à-dire, l'attention, c'est à 1 heure limite. Donc, je vais m'accrocher sur ces petits moments. C'est pour ça que je ne vais pas prolonger mes explications. Mais souvent, il est très nécessaire que je m'en accroche pour vous réexpliquer des trucs très importants. Donc, soyez attentifs, concentrez-vous. Si vous n'êtes pas concentré pour cette séance-ci, vous pouvez laisser tomber et venir prochainement quand vous serez extrêmement concentré. Je vous la guillemets. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager massivement le podcast channel. Je vous remercie, mes très chers frères, mes très chères sœurs. Allons-y. 4. Consanguinité et croisement. Lorsqu'on entend consanguinité, on voit très bien que ça veut dire que c'est l'alliage du même sang. C'est-à-dire c'est le même groupe DNA qui s'allie, qui se mélange et ensemble, ils donnent des progénitures qui les seront semblables. Donc là, ici, on essaie de préserver le sang, la lignée familiale, les valeurs familiales, etc., les armoiries, tout ce qui est nécessaire à la famille, donc potentiellement le DNA. Ici, au-delà de tout, c'est le DNA, c'est la reconnaissance familiale. Le croisement, c'est-à-dire là, on va devoir à la fois de conserver une partie de nous-mêmes, prendre un peu de l'autre côté, et cet autre côté n'est pas choisi par rapport aux visions. Vous savez, qu'on appelle l'amour, parce que l'amour, c'est pas un sentiment pérenne, c'est-à-dire il n'est pas à long terme. C'est pour ça que pour moi, ce n'est pas le bon mot à utiliser. C'est plutôt des personnes qui ont des visions communes et qui sont prêtes à aller jusqu'à long terme. Voilà. Donc,
Le croisement, c'est lorsque deux espèces ADN ou de sang différents se croisent et créent une moitié partie et une autre moitié partie. Ce n'est pas forcément effectivement un métissage mélanoderme, leucoderme ou œil bridé, etc. Ça peut être des personnes, par exemple, un Autrichien avec une... Allemande, ils sont trop proches. Avec une Italienne ou, une Américaine avec un Autrichien. On peut dire que là, entre deux leucodermes, même si le lien génétique est le même, parce qu'il s'agit de deux caucasiens, il y a toujours un rapprochement, parce que ce ne sont pas des phénotypes qui sont assez nombreux. Donc, en fait, il se peut que ce soit des cousins proches ou éloignés. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, le croisement qui commence authentiquement à se faire, c'est avec, par exemple, dans le cadre toujours de la vision leucodermique, donc on reste à l'échelle leucodermique. On va prendre un œil bridé avec un arabe avec un caucasien avec un œil bridé, voilà, etc. Dans ce cadre-là, oui, il y a un croisement qui commence à se faire, il y a un mélange, etc., d'IDN qui commence à se faire, il y a une autre vision, une autre culture, un autre patrimoine culturel différent qui se mélange et qui va devoir, dont les familles vont devoir faire avec, comment les arranger, qui va dominer, qui va s'affaiblir, etc. Parce qu'il y a toujours dominance, il y a toujours régression d'une part. Ça arrive jamais à être moitié-moitié de façon parfaite parce qu'il y a toujours un moment où quelqu'un a envie de mettre potentiellement de façon rigoureuse et en vigueur sa culture. Donc, ce n'est pas très très sûr. Et après, lorsque l'élargissement, effectivement, du croisement se fait, c'est lorsque on sort du cadre de l'échelle leucodermique, donc quand ça tourne entre la sphère leucodermique, on commence à aller piocher ailleurs, c'est-à-dire le mélanoderme qui a un tout autre élément génétique extrêmement différent du type caucasien, du type arabe, du type œil bridé, qui encore, entre leucoderme, ont des similarités, mais avec le mélanoderme, totalement éloigné. Et les mélanodermes, on en a tellement de phénotypes, donc tellement de différences, qu'on ne peut pas clairement établir une histoire assez claire dans la manière de rétablir cette culture immense qui a un point d'origine d'ensemble, mais qui a une variété aussi extraordinaire parce que des nouveautés culturelles, ça sort de la mélanodermie matin, midi, soir. Donc ça, c'est une autre vision avec la traite négrière a affaibli le mélanoderme, donc a affaibli son esprit et donc a réduit sa vision et sa portée culturelle. C'est pour ça que dans les couples mixtes, c'est toujours le leucoderme, notamment, qui a le dessus culturel, idéal, spirituel, mental. Le mélanoderme s'est affaibli et effectivement, ça se voit dans le résultat du produit de leur, entre guillemets, union, dont on ne sait pas s'il y a une véritable réciprocité. Donc, allons-y, j'ouvre les guillemets. L'humeur rustique est majoritairement un produit de la consanguinité, Inzucht. L'humeur urbain, un métissage, Mischling, métis pour les humains, bâtard pour les animaux. Et c'est souvent ce mot bâtard qu'ils utilisaient pour parler notamment des enfants moitié leucoderme, moitié mélanoderme, parce que vous savez très bien que la leucodermie assimile, même pas que assimilait, parce qu'il y a beaucoup qui continuent, vous trouvez ça bizarre, mais oui, ils assimilent le mélanoderme à un animal. C'est pour ça que vous savez, les fétichistes, les négrophiles qui sont en fait des négrophobes disent toujours, bah, t'es sauvage, tu fais passer une gazelle, une lionne, etc. Tous vos trucs que vous avez suivis, l'homme noir, un gorille, etc. Donc, l'assimiler à un animal est dans la tête l'inconscient, c'est-à-dire le conscient dissimulé caché du leucoderme. Le mélanoderme, c'est un animal. Et donc, beaucoup, souvent, assimilent les enfants moitié là, dans ce contexte-là, comme des bâtards. Même s'ils ne le diront pas de façon crue en face de vous, ils le disent derrière, là, c'est-à-dire dans le back, voilà. Il faut faire attention à l'ambiguïté de la langue leucodermique, c'est-à-dire elle a une vision totalement impressive et elle a une vision expressive. Et c'est dans l'impressif, c'est-à-dire dans le dissimulé, le caché, que c'est un peu plus sournois et il faut faire preuve d'une extrême vigilance et attention. Et franchement, il faut vraiment beaucoup connaître et il faut avoir l'envie de la connaissance pour aller découvrir quel est le cachet du cachet qui veut nous cacher. Voilà.
Donc, c'est un peu comme ça qu'ils assimilent les choses. Donc, l'humain rustique, je vous ai dit, c'est l'homme du village, c'est l'homme qui préserve son sang, c'est l'homme qui, effectivement, reste dans son milieu naturel et préserve tout ce qu'il a préservé dans son milieu naturel et ne se disperse pas, c'est-à-dire que lorsqu'il va rencontrer, on va prendre un exemple maintenant, Yunka et Yinka. Yunka, c'est le petit garçon du village, il a grandi, il est devenu adulte. Yinka, c'est la petite fille du village, elle a maintenant grandi. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Yunka et Yinka, ils s'aiment beaucoup, bon, ils commencent à avoir des ambitions tous les deux liées à long terme. On précise bien à long terme parce que dans les villages locodémiques, bon, dans les villages en majorité, les gens ne se voient pas dans les divorces perdus qui n'ont aucun sens. Donc, ce qu'ils font souvent, effectivement, les gens des villages, c'est qu'ils essayent plus ou moins de vivre à long terme ensemble, sans ces histoires de divorce. Il y a des coins, même en Europe, on ne va pas se mentir, où le divorce est très mal vu. Donc, effectivement, Yunka et Yinka s'aiment parce qu'ils ont un lien ensemble et donc veulent le préserver. Et donc, l'humain rustique, celui qui vient potentiellement un peu plus du village, celui qui est resté dans son originalité, va vouloir préserver cela parce qu'il voit en Yinka, cette femme, qui reste dans les valeurs culturelles et puissantes de sa lignée et de sa portée. Donc, il va tout faire pour rester avec elle, pour préserver cet héritage culturel, familial, traditionnel qui sont en eux. C'est très important ce que je dis, c'est très important. Et donc, l'humain urbain, c'est-à-dire celui qui vient des zones métropolitaines, cosmopolitaines, etc., les grandes villes, le grand milieu, effectivement, c'est-à-dire là où tout se passe, là où il y a le progrès, là où tout devient super, là où il y a l'évolution, entre guillemets, qui n'est pas une évolution, mais on va dire qu'il y a une évolution. Alors là-bas, c'est là où les gens se mélangent. Pas potentiellement des mélanges interraciaux, mais des mélanges, c'est-à-dire, comme j'ai dit, l'allemand épouse l'italienne, l'italienne épouse la française épouse le danois, voilà, etc. Donc, ils se mélangent entre eux parce qu'ils parlent deux langues différentes, etc. L'autre parle français, l'autre parle allemand, l'autre parle l'anglais, l'autre, bon, même si l'Angleterre n'est plus dans l'Union européenne, mais bon, ce sont des Européens. Donc, l'autre parle l'anglais, l'autre parle le serbe, bref, des trucs comme ça. Et donc, maintenant, ces gens sont totalement mélangés, c'est-à-dire, souvent, ils parlent leur langue naturelle et ils se comprennent, etc. Ça fait un mélange de coutumes, de cultures, parce que les cultures de chaque pays, moi, je reste dans le cadre européen parce qu'ils sont européens, c'est pour que vous compreniez la chose. Et donc, ces gens-là, entre eux, effectivement, c'est une sorte de mélange parce que ce sont des cultures différentes. Ils ont une manière de manger qui est différente. Ils ont une manière d'assaisonner des plats qui sont différents, etc. Bon, pas trop, mais on va quand même le dire comme ça. Et donc, ça crée une nouvelle chose qui entre dans la vie de l'un et de l'autre. Voilà, dans la vie de l'un et de l'autre. C'est pas la même chose, etc. Peut-être aussi on peut aller dans le sens de deux Autrichiens, puisque c'est un Autrichien, voilà. Donc, on va aller dans le sens qu'il y a une différence entre l'Autrichien de la campagne et l'Autrichien de la ville. Il ne parle pas clairement là. Bon, c'est-à-dire, l'autre a un langage un peu urbain avec un mélange cosmopolite, avec un mélange assez américanisé ou occidentalisé. Et l'Autrichien de la campagne, il a une manière de parler qui est assez rustique. Et par moments, on pense que ce sont des gens qui sont pas éduqués parce qu'on se dit que c'est le village, les gens sont pas assez éduqués, etc. Donc c'est assez nul, quoi, de façon globale. Et donc ces deux êtres de milieux différents mélangent un peu leur vision de la chose, apprennent des trucs totalement différents les uns des autres. Peut-être la personne du village mange pas comme la personne de la ville. Et donc, voyez, il y a encore de nouvelles choses que l'un apprend de l'autre. Effectivement, je pense qu'en Afrique, c'est pas trop totalement la même chose, mais quand même, avec la globalisation, malheureusement, ça embrouille aussi des choses et ça crée une différence entre ceux qui vivent dans les campagnes, ceux qui vivent dans les villes en Afrique. Donc voilà un peu sur ce point-là, je pense qu'on se comprend un peu très bien. Je pense, je l'espère, je crois et je crois. Voilà. Il dit, les parents et les grands-parents du paysan viennent habituellement des mêmes régions faiblement peuplées. Ceux du noble viennent de la haute société faiblement peuplée. C'est très important ce qu'il dit à ce moment-là parce qu'effectivement, les parents
comme ils disent bien, les parents et les grands-parents du paysan viennent habituellement des régions faiblement peuplées parce que les villages, vous avez très bien compris déjà, il y a une réduction des zones villageoises par rapport au périurbain, par rapport à l'élargissement de l'urbain qui, en Europe, commence à beaucoup frapper les portes des villes, des villages et des zones éloignées parce que effectivement on est dans la globalisation du capitalisme, il faut construire plus, il faut beaucoup détruire. Il nous parle d'énergie verte, de machines de verre, mais on voit très bien qu'on n'est plus dans cette vision-là. Donc c'est un peu pareil aussi en Afrique, par exemple. Même dans le cadre de mon village risque de devenir une ville parce qu'effectivement la ville de Yaoundé s'est expansionnalisée. Donc voilà, c'est aussi ça les aléas malheureusement de l'expansion malheureusement de la vision capitaliste qui détruit aussi, contrées, les villages, les forêts, etc. parce que c'est un désastre. Mais bon. Donc, dans le contexte de l'Europe, les villages sont faiblement peuplés. Des gens, c'est tout ce qu'ils font passer d'enfants et que de toute façon, les enfants, ça les gêne, etc. Voilà. Souvent, c'est pour ça qu'ils partent adopter nos enfants, les pauvres, qui finissent d'une façon très bizarre. Et donc, dans le même cadre, on a aussi les nobles. Les nobles c'est une société haute, dont lui-même le dit, des hautes sociétés, tous aussi faiblement peuplées. C'est assez particulier parce que la noblesse veut rester entre eux et en petits groupes. Parce que vous avez compris, pour ceux qui ont suivi le podcast que j'avais fait sur l'hypocrisie, la leader du système occidental dans le cadre du conflit ukrainien-russien, on avait suivi cette petite vidéo de Yevhen Skaras qui avait un peu expliqué comment est-ce qu'ils étaient dans le groupe Maidan, etc. Ils étaient environ 8%, etc. Il expliquait qu'il est très important qu'ils soient minoritaires pour savoir qui fait quoi, etc. Pour qu'ils restent entre eux et qu'ils puissent se reconnaître et se connaître entre eux. Parce que c'est véritablement un problème. S'ils sont trop nombreux, c'est-à-dire on ne saura pas qui est cette nouvelle personne, d'où est-ce qu'elle vient, et en plus, c'est pas la seule et unique nouvelle personne. Il y a encore une autre nouvelle personne qui est là. Il faut tout savoir, il faut savoir ce qu'elle fait, etc. Est-ce que c'est un espion? Mais même au moment de le faire, il y a encore une nouvelle personne qui vient. Donc, il est très important pour les nobles de rester une caste minoritaire. Parce qu'effectivement, ils auront cette richesse entre eux, entre guillemets. Bon, vous savez tous que c'est le système de la pauvreté, mais bon, ils ont créé un imaginaire qui fait d'eux des personnes extrêmement riches. Vous allez me dire, oh là là, ce ne sont pas les oligarques. Bon, puisqu'effectivement, on découvre que noblesse ne veut pas dire forcément être riche. Mais là, il a qualifié haute société. Parce que vous avez compris que vous pouvez avoir une noblesse d'esprit, c'est-à-dire avoir un cœur pur et noble, un cœur respectueux. Ça, c'est être noble. Dans la noblesse d'esprit, la noblesse spirituelle, la noblesse mentale. Et il y a la noblesse monétaire, richardique, c'est-à-dire matérialisme. Et donc, dans ce cadre-là, bon, oui, vous faites partie de la haute société, c'est une noblesse, bon, oui, comme une autre. Donc, il dit que ces personnes-là, dans ces milieux de haute société, donc sont faiblement peuplés parce qu'il faut qu'ils soient entre eux, il faut qu'ils se connaissent, se reconnaissent, il faut fréquenter les mêmes cercles, etc. Tout le monde n'entre pas comme il veut. C'est pas que j'ai gagné 1 million, je vais entrer là-bas. Non, 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 mes frères. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu viens d'où? C'est qui ton père, de ton père, de ton père? Parce que c'est une société patriarcale. Donc, c'est qui? T'es qui? Tu viens combien de générations de je ne sais pas quelle histoire? Et donc, effectivement, si tu ne viens pas d'une génération de je ne sais pas de combien de quelle histoire, tu n'entres pas dans cette société, en fait. Et donc, ce sont deux êtres qui font partie du monde rustique, effectivement, et qui sont caractérisés par une lignée de sang, et donc qui sont caractérisés par une histoire, une ancestralité pure, qui les permet, effectivement, de retracer leur richesse et de marquer le fait de leur pureté, comme vous savez, dans les histoires des vampires, des loups-garous, le sang pur, etc., etc. Et les ghouls, les personnes qui sont en bas, vous voyez très bien de quoi je parle. Ceux qui ont vu Tokyo Ghoul. Bon, soyons sérieux. Donc, il continue en disant, dans les deux cas, les ancêtres sont parents de sang, et donc en général semblables les uns aux autres, physiquement, psychiquement et spirituellement. Donc, c'est-à-dire, ces personnes, non seulement ils se connaissent dans leur milieu, dans leur cadre, effectivement, ils ont des ancêtres communs, du même sang, et donc, c'est-à-dire, c'est toujours la préservation de l'ADN, c'est la préservation génétique, c'est la préservation de qui est-ce qu'ils sont, c'est la préservation de leurs valeurs, etc. Une préservation à la fois physique, c'est-à-dire physiquement, on reconnaît l'enfant, on sait d'où vient l'enfant,
enfant vient de tel machin. Et j'ai déjà vu un peu ce trait-là. Lorsqu'il retrace l'arbre généalogique, effectivement, il voit qu'il a le trait de l'arrière-grand-mère, de l'oncle, etc. C'est retraçable, effectivement, et ça prouve, effectivement, d'où vient cet enfant. Et psychiquement, il a l'esprit de tel oncle que j'ai déjà vu, exactement, c'est ça. En fait, c'est exactement ça. Et spirituellement, effectivement, il y a l'esprit qui est retracé dans l'ensemble de la vision familiale. Donc, c'est pour ça qu'il est très important que ces personnes restent entre eux pour garder, effectivement, préserver cet ensemble de phénomènes qui fait partie de leur registre DNA. C'est pour ça qu'ils font attention avec les gens avec qui ils se mélangent pour préserver ces éléments génétiques. C'est pour ça qu'on dit les ensembles, c'est-à-dire on demande aux gens de faire attention à leur partenaire, parce que si vous prenez un partenaire qui ne va pas dans la même lignée, effectivement, que la famille chez laquelle vous êtes parti chercher, vous aurez un problème. Et donc, c'est dans le cadre, que ce soit des personnes de la vision paysanne, que ce soit des personnes de la vision de la noblesse de la haute société, effectivement, il y a une reconnaissance du sang extrêmement puissante. Voilà. C'est ce qu'il veut dire. Je pense que là, on se comprend. Qu'est-ce qu'il dit? On continue. De cela s'ensuit qu'ils transmettent à leurs enfants et à leurs descendants en des degrés divers ce qu'ils ont de commun, leurs traits, leurs tendances de volonté, leurs passions, leurs préjugés, leurs inhibitions, les traits essentiels qui résultent de cette consanguinité, qui sont la fidélité, la piété, le sens de la famille, l'esprit de caste, la constance, l'obstination, Starins, le sens de la rigidité. Ce qu'il dit ici est très important. Vous vous rappelez des séances de l'eugénisme que l'on avait fait? On avait parlé effectivement du système de transmission génétique. On avait parlé de l'importance de transmettre le gène commun à l'enfant. Lorsque le père et la mère se mélangent, après le rapport effectivement qui donne vie, fécondation, etc., il y a dans ces ensembles de phénomènes plusieurs points. On a des cas où, par exemple, dans une famille de 4 enfants, on a un enfant qui ressemble exactement au père, un enfant qui ressemble exactement à la mère, et les 2 enfants qui ressemblent, on va dire, il y a un enfant qui ressemble moitié père, moitié mère, et il y a le dernier qui ressemble bizarrement à l'arrière-grand-père. Mais bon, ça fait toujours partie de la famille. Il essaie aussi d'expliquer à cet instant-là que l'importance de la préservation du sang permet de recréer ceux qui se sont mélangés en eux-mêmes. C'est-à-dire leurs enfants, c'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes dans leur totalité et entièreté. Eux-mêmes sur plusieurs générations. Et c'est pour ça qu'on dit aux mélanodermes, vous savez pourquoi la négrophobie ne s'arrête pas? C'est parce qu'il s'agit des mêmes personnes qui vous ont négrophobie, qui ont négrophobé nos pères, nos mères, depuis des générations, qui sont toujours là aujourd'hui à travers leurs enfants, parce que leurs enfants, c'est leur héritage génétique de génération en génération. Et malheureusement, nous n'arrivons pas à le comprendre parce que nous n'écoutons pas, par exemple, ce type de séance podcast. Pour comprendre cela, nous disons que c'est rien, que c'est une maladie mentale. La négrophobie n'est pas une maladie mentale. C'est-à-dire c'est un mécanisme de protection génétique que le leucodème lui-même s'est créé pour éviter d'être exterminé par ses propres frères, par eux-mêmes. C'est parce qu'ils détestent les mélanodermes qu'ils ont fini par trouver un consensus pour ne pas s'entretuer. Parce qu'avant, ils s'entretuaient. Le cannibalisme, c'est quelque chose qu'ils faisaient entre eux. Les tueries de masse entre eux. Mais c'est ça qu'ils faisaient, même si c'est ça qui est revenu au goût du jour, vous le voyez avec le contexte ukrainien-russien. Vous voyez à quel point l'Occident aime la guerre, et aiment tuer leurs propres frères, et aiment envoyer leurs propres frères en charpie, etc. Donc, des choses qu'ils essayent de ne plus faire reviennent parce que c'est plus fort que eux. C'est-à-dire, c'est un conditionnement de leur propre ADN, qui est un ADN belliqueux, qui est un ADN qui est né d'une situation géographique compliquée où il a fallu se battre, s'arracher les ongles, s'entretuer, s'auto-flageller, s'autophager pour vivre et survivre, je dirais même plus que vivre en réalité. Et donc, par moments, puisqu'ils ont toujours été tribalistes et unis entre eux, il est normal que souvent ces phénomènes reviennent de façon inconsciente, c'est-à-dire inconscient, dissimulé, mais qui a été créé par un processus. Par exemple, ils ont eu peur de l'expansion de la Russie.
pour riposter contre cela, ils ont donc créé cette guerre. Mais cette guerre avait déjà des prémices dans le passé. C'est pour dire que les guerres, c'est parce qu'ils ont arrêté les guerres entre eux. Pour ne pas trop montrer cela à la face du monde, ils créent des situations dans d'autres pays, par exemple les pays des mélanodermes, ou par exemple, ils créent ça chez leurs propres frères arabes ou hybridés dans des coins comme ça. Et comme ça permet de dédouaner les Caucasiens sur le fait qu'effectivement ce peuple élu du ciel et de la terre ne peut être d'une telle atrocité barbare, xénophobe, etc. Pourtant, de ces mêmes peuples vient la négrophobie, le racisme en général, etc. Donc, il y a des problèmes, il y a des trucs assez étranges que l'on observe sur ce peuple. Cette peur de la Russie, cette peur de leurs propres frères, les a amenés à faire la guerre. Alors qu'ils étaient dans la possibilité de pouvoir s'entendre. Mais comme ce n'est pas ça qu'ils savent faire de base, effectivement, ça a mené à cette situation globalement occidentale. C'est un fait qu'il faut accepter aussi dans la réalité. Il faut accepter qu'ils ont un problème et que souvent, pour se dédouaner, nous balancent les fautes sur nous. Par exemple, le cadre du Mali, où ils balancent toutes les fautes sur le Mali, sur l'Afrique. Et comme ils ont dit, ils ont trouvé ça regrettable que le Mali arrête les accords militaires qui étaient totalement des accords de domination entre de la France sur les Maliens. Et les Maliens ont compris qu'ils étaient manipulés. Ils devaient sortir de cette manipulation psychologico-mentale pour devenir eux-mêmes, c'est-à-dire ils devaient retrouver leur histoire. Assimi Goïta connaît la force de son peuple, il connaît cette énergie, bien qu'effectivement il est religionnaire musulman, mais il faut avoir une connaissance sur son historique pour vouloir la liberté effectivement de son propre peuple. C'est ça qui est très intéressant. On va donc revenir sur le sujet. Donc c'est la séance de l'eugénisme, il était très important de rappeler donc ces traits qui reviennent, ces éléments génétiques qui permettent de retracer la famille, retracer l'ensemble génétique. Donc, les parents, les enfants sont en fait le fruit de leurs propres parents. Donc, les enfants sont en fait leurs propres parents qui se retracent de génération en génération et c'est pour ça qu'ils conservent les mêmes valeurs. Il a dit que ces valeurs sont à la fois physiques, les valeurs sont à la fois psychiques, les valeurs sont à la fois spirituelles. L'esprit, la pensée, c'est-à-dire ils conservent tout, même si leurs parents ne leur ont jamais parlé de façon négative devant eux, effectivement, des mélanodermes de façon mauvaise, ils n'ont jamais parlé, mais ces enfants sont négrophobes. C'est pas que les parents ne le sont pas. Les parents, pour créer cette belle image qu'ils ont, ils vont pas parler de ça à leurs enfants, ils vont pas montrer cela. Mais comme les parents d'aujourd'hui savent pas exactement qui est-ce qu'ils sont, comme le locodème a peur de s'enseigner lui-même, alors effectivement ils sont étonnés que des enfants de 3 ans, parce qu'on a retrouvé des cas des enfants de 3 ans qui détestent les mélanodermes du plus profond de leur cœur et qui disent des choses très étranges alors que leurs parents n'ont jamais parlé de façon négative, jamais de mélanodermes. Donc ce qui doit aussi faire questionner le mélanoderme qui a peur de se poser de telles questions. C'est quand même incroyable. Je ne sais pas si vous avez vu les images, bon c'est dommage que je ne vais pas vous les montrer, la secrétaire américaine, je ne sais plus qui est partie à Kiev. Et donc Zelensky était là et il a donc salué cette dame, j'ai oublié si c'est Pelosi, si c'est Penazi, j'ai oublié son nom. Je connais pas trop les gens du gouvernement de Biden, Robinette. Et donc il a d'abord salué cette femme. Il y avait ce représentant politicien mélanoderme du Parti démocrate. Il était pourtant là au milieu et je vous dis que mélanoderme, c'est pas une énergie que vous ne voyez pas. C'est-à-dire, déjà, il est différent de tous ceux qui sont autour. Et donc, c'est pas quelque chose que l'on manque. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas quelque chose que l'on manque. Désolée de ne pas vous montrer les images, je suis désolée. Donc, je vous décris juste. Et donc, ce qui s'est passé, c'est simple. Zelensky a sciemment, c'est-à-dire, pourtant Pelosi a montré de la main ce monsieur-là, mais Zelensky a sciemment évité de saluer cet homme pour saluer l'homme qui était un peu plus à sa gauche. Donc, pour vous dire que même si on est en temps de guerre, vous l'avez vous-même vu dans le conflit ukraino-russien, vous l'avez vu et vous voyez très bien ce qui se passe. Vous voyez très bien ce qui se passe. Et donc, même lui l'a prouvé. C'est pas parce que vous venez l'aider en tant que mélanoderme qu'ils vont voir en vous
des êtres pieux. Et donc, c'est pour ça que j'ai été assez contente du fait que même si ce sont nos valets, ce sont toujours les valets de l'Europe, ils ont refusé l'audience apprêtée à Zelensky. Parce que ce type est là juste pour utiliser des mélanodermes. Il ne nous voit pas comme des personnes. Je vous ai dit, il nous voit comme des animaux. C'est pour ça qu'il nous appelle souvent bâtards, etc. Carlouche, je ne sais pas trop ce qu'il nous appelle là, des trucs bizarres. Parce que quand ils nous voient, ils ne voient pas des gens, ils ne voient même pas des êtres vivants. Je laisse le terme humain parce que pour moi, je vous ai dit, il est dépassé. C'est le terme, même en tant qu'espèce vivante, c'est-à-dire bipède, créature du créateur, ne nous voient pas comme les enfants du même créateur. Et donc, que dire dans ce cadre-là? Pourtant, c'est un moment de guerre. Il a demandé l'aide de tout le monde. Et dans ce contexte-là, il prenait tout l'ensemble de la Terre comme soi-disant des partenaires humains. Donc, faites attention au contexte du mot humain. C'est un mot limité dans son échelle. Il est limité et c'est un mot piège. Et aussi, comprenez que ces gens, dans leur profondeur, sont extrêmement négrophobes parce qu'il s'agit d'un héritage génétique qui est issu depuis les grottes de Caucase. Comprenez que c'était une ambiance particulière. Ils vivaient dans l'obscurité, la haine de l'obscurité, dans la haine de l'obscurité, le noir et l'obscurité, ça leur rappelle la même chose. Et aussi la haine, la jalousie du fait que c'est un peuple fort, guerrier, résistant, qui est encore résistant pourtant dans la traite arabo-musulmane qui a duré 15 siècles jusqu'à aujourd'hui. Ils voulaient extrêmement et puissamment nous exterminer pour tout voler, vous comprenez, tout voler avec leurs frères européens plus tard qui ont continué avec la colonisation et les systèmes globalistes. Donc, comprenez que la puissance des préjugés l'homme, même Carnegie le dit, leur tendance de volonté, leur passion, leurs préjugés, leur inhibition, c'est-à-dire ce sont des traits essentiels qui résultent de cette consanguinité. Donc, dans l'ensemble du système leucodermique, si on voit juste dans le point caucasien, c'est un ensemble, donc la famille caucasienne, c'est un ensemble consanguin. Et je vous l'ai dit que déjà, ce n'est pas un grand groupe, ce n'est pas un large groupe phénotypique, environ 6. Et donc, il est probable, je l'ai déjà dit, un caucasien a probablement épousé sa cousine éloignée, l'autre a épousé son cousin éloigné, son frère direct, mais je ne sais de combien de générations. Donc, ce sont des familles consanguines qui conservent les mêmes valeurs. Et je l'ai aussi dit qu'il y a des leucodèmes qui n'ont jamais vu la télé, rien de rien. Ils ne savent même pas ce qui se passe de façon internationale. Mais lorsqu'ils voient le mélanoderme, ils sentent une frayeur, il y a une peur et il y a une méfiance naturelle. Cela vient effectivement de cette vision génétique qui est très, 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 très puissante. Parce que, comme je l'ai dit, c'est une vision consanguine. Et vous vous étonnez aussi des enfants moitié-moitié, c'est-à-dire moitié mélanoderme, moitié leucodème, qui bizarrement sont extrêmement négrophobes. Parce qu'effectivement, ils ont été en dominance leucodermique du côté de l'un de leurs parents masculins, féminins leucoderme. Et donc, ils ont retracé cette haine et cette non-volonté de s'assimiler au mélanoderme, qui est vue pour le moment comme une serpillière, mais pour le moment, ça sera pas pérenne, mais pour le moment. Il faut que les Noirs, effectivement, manifestent leur volonté de se battre pour arrêter d'être dans les stéréotypes, c'est-à-dire les stéréotypes que le système leucodermique a volontairement créés. Et c'est pour ça que souvent, lorsqu'ils acceptent de faire des mélanges, ils font des mélanges dans le métissage contrôlé. On en parlera dans la suite de la lecture, dans le prochain podcast. Comme j'ai dit souvent, je ne fais pas les parties 2, mais là, je vais faire la partie 2, ne vous inquiétez pas. Vous comprenez très bien qu'ils ont une conservation d'idées profondes, qui font d'eux ce qu'ils sont, et qu'il est impossible d'enlever. C'est pour ça qu'on a aussi des enfants qui sont malheureusement alcooliques parce que leur père, leur mère est alcoolique, ou drogués parce que leur père, leur mère, un de leurs parents, même leur arrière-grand-père est alcoolique. Effectivement, on ne dit pas qu'on ne peut pas lutter contre cela, mais ça sera difficile, effectivement. Donc, mais pas la négrophobie, je suis désolée, ça sera pas, on peut pas se battre contre cela. Car le guide dit même que ses descendants, c'est-à-dire les enfants des enfants que vous avez aujourd'hui auprès de vous,
ont tous ces caractères avec des degrés différents. C'est-à-dire, le degré peut être faible, fort, etc. Effectivement, mais le degré là, c'est-à-dire, ils ont tous ces éléments-là en eux. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on dit que la négrophobie va rester, en fait, mes frères. Vous pouvez pleurer, supplier. C'est pour ça que vous pouvez vous mettre à genoux. Je vous le dis sincèrement. Rien ne va rien arrêter. Parce que c'est malheureusement ce qui est le cas. On continue, je répète. Il disait, de cela s'ensuit qu'ils transmettent à leurs enfants et à leurs descendants en des degrés divers ce qu'ils ont de commun. Leurs traits, leurs tendances de volonté, leurs passions, leurs préjugés, leurs inhibitions, les traits essentiels qui résultent de cette consanguinité sont la fidélité, la piété, le sens de la famille, l'esprit de caste, la constance, l'obstination, le starins, le sens de la rigidité. C'est-à-dire, ils sont constants dans tout ce qu'ils font, ils sont constants dans la lignée, dans la vision de ce qu'ils font. Ils sont dans la même vision depuis des siècles. Et c'est ça que l'on ne comprend pas, nous. C'est-à-dire, eux, ils sont restés constants. Je vous ai parlé de ce qui s'est passé lorsque Pelosi est parti en Ukraine et effectivement que, comment il s'appelle, monsieur là, Zelensky, le comédien, a que le fait qu'il ait volontairement évité de saluer ce représentant politicien, député, je ne sais pas quoi, sénateur, mélanoderme. Pourtant, il était visible. Parce que c'est dans leur constance. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'ils pleurent, c'est pas parce qu'ils sont malheureux, ce n'est pas parce qu'ils sont en vision de guerre qu'ils auraient pu éviter que, effectivement, il va oublier qu'il est le coderme, caucasien, et que l'autre, c'est mélanoderme, quelque chose qu'il dénigre et qu'il déteste. Donc, vous pensez que c'est parce qu'il y a cette situation qu'ils vont le négliger? Non, il va se le rappeler, il se rappelle de tout cela. C'est nous qui ne faisons pas d'efforts historiques de préservation de nos valeurs, de notre histoire. C'est nous qui ne faisons pas attention à notre vie, à notre suivi, à notre culture qui est immense et qui est la première de toutes. On se laisse piétiner par des gens qui s'en fichent de ce qu'ils nous font en fait. C'est-à-dire, c'est totalement dans l'enfoutarisme ou dans le je m'en fiche totalement de tout ce qu'on représente pour eux. C'est pour ça que je vais revenir sur les séances avec Bobby Wright pour que vous compreniez la profondeur du je m'en foutisme du locoderme. Vous ne pouvez pas, vous savez, vous pouvez vous amuser avec eux, rire avec eux. Effectivement, vous entrez dans les stéréotypes de pourquoi ils vous ont choisi. Vous pouvez rire avec eux, mais la manière dont ils rient avec vous, c'est pas la même manière dont vous riez réellement avec eux. C'est-à-dire, vous riez pour de vrai, eux, ils rient, mais pas du même rire. On parlera aussi du white code quand un frère sur la chaîne m'avait dit de voir de Nelly Fuller. Et Nelly Fuller l'explique très bien pour les mélanodermes qui ont longtemps vécu dans le système locodermique. Notamment, il parle de ses frères américains, mais c'est parce que lui-même, il a vécu ce système-là. Les enfants partent tous dans la même école que la locodermie, c'est-à-dire les mélanodermes partent dans la même école. Mais il y a une différence. Cette éducation le renforce, le met encore plus haut. Mais le mélanoderme, ça le rabaisse. Pourtant, ils ont reçu la même éducation, ils ont reçu effectivement les mêmes paroles. Mais le mélanoderme, comment dire, non seulement il se rabaisse, et il agit bizarrement exactement comme un esclave. Mais je vais revenir, je vais mieux vous l'expliquer lorsqu'on va être avec François Non. Je pense que c'est mieux. Donc il dit ceci aussi, dans l'esprit de caste, dont ils vont se préserver entre eux, ils vont s'épouser entre eux. Et parce qu'effectivement, la peur des maladies consanguines, ils vont souvent aller chercher ailleurs. Et dans le cas extrêmement terrible, ils vont devoir aller chercher du mélanoderme pour renouveler le sang, effectivement, et après, ils vont retourner de plus belle dans la consanguinité. Donc, comprenez qu'il est important pour eux de préserver ces valeurs, parce que s'ils ne préservent pas ces valeurs, il y aura une inconstance. Il y aura une inconstance, ils ne seront plus rigides, ils seront plus, c'est-à-dire, ils n'iront plus dans leur objectivité, qui est en réalité une subjectivité, lorsque nous, on analyse le comportement qui n'a aucun sens. Qu'est-ce qu'il dit? On est presque vers la fin. Il dit l'énergie, la limitation, la puissance des préjugés, le manque d'objectivité. Lorsqu'il dit l'énergie, la limitation, c'est-à-dire la préservation du sang et de la même lignée
historique, fraternelle, consanguine, culturelle, etc., locodermique, permet en eux de garder cette énergie psychique, physique, spirituelle qu'ils ont toujours, c'est-à-dire ce que vous appelez pour vous la white supremacy, que j'appelle le locodermia supremacy, parce que Kalagi n'est pas seulement caucasien, aussi hybridé locoderme. Donc, c'est-à-dire pour préserver cette idée du locoderme en tant que haute énergie, ils doivent donc toujours être ensemble pour se voir plus haut. Donc, c'est toujours ça. La limitation, c'est-à-dire ils doivent connaître les limites. Il est très important pour eux de savoir qu'il y a des lieux et des pans qu'ils ne doivent pas franchir. C'est-à-dire, c'est pour ça que même s'ils viennent souvent dans notre continent, il y a une limite. Ils savent ce qu'ils doivent faire, ils savent ce qu'ils ne doivent pas faire. Par exemple, vous allez me dire, ah, mais ces hommes, le codem qui vient donner le VIH à nos sœurs. Effectivement, leur rôle, ils sont constants parce que leur rôle a été ça. C'est-à-dire, ils sont venus dans cette constance de venir donner ça. Donc, vous comprenez? Ils sont toujours dans leur logique de criminels. La puissance des préjugés, le manque d'objectivité. C'est important ce qu'il vient de dire. Donc, ils ont créé, vous connaissez le mythe, je vous ai déjà tellement parlé de ça, le mythe du civilisé, le mythe du sauvage, dont nous. Donc, en créant ce mythe-là, effectivement, ça leur permet de garder les préjugés qui se sont inconsciemment créés vis-à-vis de nous. Alors que de façon naturelle, vous savez très bien qu'on n'est pas dans ces histoires-là, mais c'est eux qui ont créé ça. Donc le mystificateur, mystifié, c'est-à-dire l'ensorceleur, parce que ce sont des sorciers à la limite, l'ensorceleur a créé d'énormes stéréotypes sur le mélanoderme. Paresseux, bête, qui comprend rien, qui aime les femmes, la femme noire qui est une prostituée, etc., bête, etc. Comme l'histoire de Porti Porta, les gens disent qu'il n'y a que les femmes africaines, mais pourtant il y a des femmes de toute nationalité de la Terre. Donc, vous voyez, des trucs comme ça crée des stéréotypes inimaginables. Et plus vous restez avec la locodermie, plus vous renforcez leurs stéréotypes, leurs préjugés. Quand ils sont dans leur cercle entre eux, bon, ils parlent de nous sans vraiment nous connaître. Mais lorsque on essaie de se mêler à eux et qu'on se comporte exactement comme ce qu'ils veulent, cela permet donc de renforcer les préjugés, les stéréotypes qu'ils ont vis-à-vis de nous et donc permet effectivement de continuer leur histoire à la con qu'ils continuent à maintenir vis-à-vis de nous. Donc c'est pour ça qu'il est très important que chacun connaisse ses limites. Eux, ils connaissent ses limites. Et chacun doit savoir où est sa ligne de démarcation, c'est même mieux de dire où est son boundary, si vous préférez. Mais un odem ne connaît pas sa limite parce qu'on dirait qu'il ne sait pas exactement qui est l'autre. L'autre sait qui est-ce que nous sommes. Effectivement, c'est pour ça qu'il renforce les préjugés, les stéréotypes. Et il y a beaucoup de noirs qui sont entrés dans les stéréotypes, c'est-à-dire ils sont entrés dans le jeu du locoderme. Et ils ne le savent pas, ils croient qu'ils sont eux-mêmes, mais ils ne sont pas eux-mêmes. Ils sont typiquement le stéréotype décrit en fait. Moi, je suis avec des mélanodermes qui ne sont pas dans le stéréotype décrit. Même dans ma famille, ils ne sont pas dans le stéréotype décrit là, en fait. Ils ne se détestent pas. Il y a par moments des conflits familiaux, mais on ne se déteste pas, on ne part pas chercher les hommes des autres, les femmes des autres, je ne sais pas quoi, on ne part pas faire des trucs bizarres. Donc, moi déjà, dans mon cercle mélanodermique, je ne connais pas de mélanodermes qui sont dans les stéréotypes, les préjugés que la société occidentale a décrits. Peut-être que d'autres dans leur vie, effectivement, ils voient leurs frères qui sont typiquement dans les stéréotypes décrits. Et c'est extrêmement grave que des gens soient entrés dans le jeu des comédiens et que des mélanodermes ont accepté d'être des mystifiés, conscients et inconscients en fait. Et dans le cadre du mélanoderme, c'est un mystifié qui a été créé mystifié et qui ne sait même pas exactement ce que c'est que le mystifié. Il ne comprend même pas ce que c'est que le stéréotype et il ne comprend pas à quel point il est dans le stéréotype. Le manque d'objectivité. Et c'est vrai qu'ils ne sont pas très objectifs, les locodermes. Il y a certains mélanodermes qui travaillent avec des locodermes. Mais le locoderme, même si le mélanoderme est extrêmement intelligent, il va le voir comme bête, quelqu'un qui est bête, quelqu'un qui ne sait rien foutre. C'est-à-dire, il voit très bien que c'est le mélanoderme qui l'a aidé à son objectif. Mais dans sa tête, c'est un idiot. Vous voyez, c'est-à-dire, ces gens, ils ont déjà une idée bien ficelée dans leur tête de ce que c'est que le mélanoderme, même si effectivement, ce gars les aide. Vous pouvez les aider comme des fous. Vous n'aurez jamais la récompense que vous voulez. C'est-à-dire, au lieu de travailler pour vos propres frères, qui meurent de faim, ils sont malheureux,
qui cherche le bonheur, etc. Vous, votre problème, c'est de savoir si le codin vous aime, alors qu'en fait, il s'en fiche complètement de vous. Et lorsqu'ils disent qu'ils vous aiment bien, en fait, c'est de la manipulation pour, en fait, derrière, vous la retournez. Et vous serez toujours étonné du genre, c'est pas possible, c'est pas possible. Alors que vous avez très bien vu. Il y a eu des signes, vous savez, il y a des signes. Mais vous ne voulez pas le voir. Et donc, il parle de l'étroitesse d'horizon. C'est-à-dire, ces gens, ils ont, comme je disais, des idées finies. C'est fini, mes frères. C'est-à-dire, ce qu'ils pensent là, c'est ce qu'ils pensent pour de vrai. Il n'y a rien à faire. Et lorsqu'on analyse l'ensemble de ces trucs, on les retrouve dans ce que Bobby Wright appelle le comportement du psychopathe racial. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'il dit ces gens sont authentiquement négrophobes. Et dans la vision globale, du racisme global, oui, contre les... Parce que vous savez très bien qu'il y a des Caucasiens qui détestent même jusqu'à aujourd'hui, ils détestent des Chinois, etc., des Arabes, des Hindous, etc., même si, voilà, ils sont plus respectables que nous. Mais il reste encore de façon globale. Donc, c'est pour ça que Bobby Wright parle de racial psychopathe. Ces gens, ça c'est la description du psychopathe. Vous allez me dire, mais comment le noir va devoir alors se faire respecter? C'est le noir qui doit se respecter lui-même pour lui-même. Et apprendre à vivre pour lui-même. Ce qui viendra après, viendra après. Mais, ça ne se soigne pas. Ça, ce sont des idées bien figées. Bien figées. Il a dit paysan ou personne d'une société noble. Et quand il parle de paysans, souvent c'est de façon assez négative. Vous pouvez aussi dire les personnes de basse qualité, d'économique, qui ont aussi tout ce comportement-là. C'est une histoire qui est dans l'ensemble de leur groupe DNA. Et c'est pour ça qu'on dit d'étudier le DNA. C'est pas une histoire d'oligarche. Et je vous ai dit, vous allez voir. Vous allez voir le jour où il n'y aura plus d'oligarche que le même comportement-là va rester. Et vous serez tous étonnés en fait. Donc, finir avec ce petit texte-là, cette phrase, pardon. Et il dit à la fin, ici, une génération n'est pas une variation de la précédente. Elle est simplement la répétition. Au développement se substitue le maintien. Ça veut tout dire. Ce n'est pas le hasard. Et même lorsque vous partez faire des recherches sur la génétique, parce que les recherches ont été poussées, elles ont été extrêmement poussées, ce qu'il dit malheureusement, c'est la vérité. Comme j'ai dit, l'enfant est la répétition du père, de la mère. C'est-à-dire l'enfant, c'est la continuité du parent. Et le grand-parent a créé l'enfant qui a tous les ensembles, les traits psychiques, physiques, spirituels. L'enfant n'est pas que l'enfant en fait. C'est un ensemble de tous les caractères de la famille, du sang, du lien. Et c'est pour ça que ces phénomènes se répètent. Parce qu'il s'agit des mêmes personnes. Des mêmes personnes. Comprenez-le. Ce sont les mêmes personnes. C'est ça qu'on appelle le processus de génération en génération. Génération en génération, c'est le gène. C'est le gène, c'est le DNA. De génération en génération, ça veut dire qu'il s'agit de la même personne qui se reproduit un nombre incalculable de fois à travers le temps et l'espace. C'est tout. Pas besoin d'être scientifique extrême. C'est tout. Un enfant qui a la même marque que l'oncle ou je sais pas, le père, la mère de je sais pas combien de générations est revenu et il a exactement le même comportement. Comment vous allez expliquer ça en fait? C'est un marqueur génétique, c'est en eux en fait. Comme le mélanodème. Pourquoi le mélanodème a toujours cette envie de vivre, de survivre, de se battre? Parce que c'est dans son sang. Le mélanodème a connu des pires atrocités de la Terre. Et c'est pour ça qu'il a transmis aussi à ses enfants post-traumatisme de l'esclavage, de la négrophobie. C'est pour ça qu'on se déteste entre nous. Mais c'est un truc qu'on peut nettoyer, qu'on peut changer. Nous, on n'a pas été créés comme ça avant. C'est eux qui nous ont créés comme ça avec leur étroitesse d'esprit, leur mépris naturel génétique, leur limitation, leur puissance de préjugés, le manque d'objectivité, l'infidélité, la piété, le sens de la famille, l'esprit de caste et de leur constance à la compte de consanguinité. C'est tout en fait mes frères. C'est tout. Donc je vous remercie mes très chers frères, mes très chères sœurs et bibala.